Le 24 juin 2007, plus de 18 000 fans de catch sont survoltés. C'est le soir du pay-per-view Vengeance et l'un des matchs les plus attendus est celui pour le titre mondial de l'ECW. Sur le ring, la star montante CM Punk attend son adversaire. Une légende, un technicien hors pair, Chris Benoit. Mais Chris Benoit n'est jamais venu. À la place, c'est Johnny Nitro qui le remplace et remporte le titre. Les officiels parlent d'une urgence familiale, les fans sont déçus mais personne ne s'imagine l'horreur qui se cache derrière cette absence. Le lendemain, la nouvelle tombe et elle glace le sang. Les corps de Chris Benoit 40 ans, de sa femme Nancy 43 ans et de leur fils Daniel 7 ans sont retrouvés sans vie à leur domicile. Le monde du catch est sous le choc. On pense à un cambriolage qui a mal tourné, à une fuite de gaz. La WWE organise même une émission hommage à celui que tous considéraient comme un père de famille modèle et l'un des plus grands catcheurs de l'histoire. Mais pendant que les fans pleurent leur idole, en coulisses, une rumeur commence à enfler. Une rumeur terrifiante. Et si l'homme à qui on rendait hommage n'était pas la victime mais le bourreau? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Qui était vraiment Chris Benoit? Né au Canada, il tombe amoureux du catch très jeune, fasciné par un catcheur britannique au style explosif, le Dynamite Kid. Il l'idolâtre au point d'adopter une de ses prises les plus dangereuses. Le diving headbutt, un coup de tête sauté depuis la troisième corde. Retenez bien cette prise car elle est cruciale pour la suite. Benoit s'entraîne sans relâche dans le fameux donjon de la famille Hart, une dynastie du catch. Il part au Japon où il se forge une réputation de technicien exceptionnel, puis aux États-Unis. C'est là à la WCW que sa vie bascule. Le booker de l'époque, Kevin Sullivan, décide de créer une rivalité à l'écran entre lui et Benoit. Pour rendre l'histoire plus crédible, il demande à sa propre femme Nancy de devenir la manageuse de Chris et de jouer le rôle de sa maîtresse. Ils doivent voyager ensemble, manger ensemble, se tenir la main en public pour que les fans y croient. Le problème, la fiction va dépasser la réalité. Chris et Nancy tombent réellement amoureux, ils quittent leurs conjoints respectifs et se marient. De cette union naîtra un fils, Daniel. Sa carrière explose à la WWE, il est au sommet, le point culminant c'est WrestleMania 20. Ce soir-là, il remporte le titre de champion du monde poids lourd dans un match légendaire. À la fin du combat, son meilleur ami Eddie Guerrero, lui aussi champion, le rejoint sur le ring. Les deux hommes considérés comme trop petits pour réussir sont au sommet du monde, en larmes dans les bras l'un de l'autre. C'est l'une des images les plus iconiques de l'histoire du catch. Un père de famille, un champion du monde, un ami loyal. Sur le papier, Chris Benoit avait tout pour lui, mais sous la surface, les fissures étaient déjà là. Dès 2003, 4 ans avant le drame, Nancy avait déjà demandé le divorce, citant un traitement cruel et des excès de rage où il détruisait des meubles. Elle avait même obtenu une ordonnance de protection avant de se rétracter et de se réconcilier avec lui. Le couple était bien plus fragile qu'il n'y paraissait. Puis le 13 novembre 2005, le pilier de Chris s'effondre. Son meilleur ami Eddie Guerrero est retrouvé mort d'une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel. Pour Chris, d'habitude si stoïque et réservé, c'est un cataclysme. Ses collègues diront ne l'avoir jamais vu aussi détruit. On dit qu'à partir de ce jour, il n'a plus jamais été le même. Son comportement change, il devient paranoïaque, persuadé que quelqu'un le suit, il change constamment de trajet pour aller à la salle de sport, vérifie sans cesse la sécurité de sa maison, il s'isole. Sur le ring, il devient plus agressif, plus dur, et en coulisses, les tensions avec sa femme s'intensifient. Nancy se plaint de sa consommation de stéroïdes, lui envoyant des messages comme « Arrête cette merde que tu prends, ça te rend passif-agressif et je n'ai pas besoin de tes abus ». Le vernis du catcheur parfait était en train de craquer, révélant une réalité bien plus sombre, et personne ne voyait que le compte à rebours avait commencé. Le vendredi 22 juin 2007, la journée semble normale. Chris emmène son fils à l'équitation, passe voir son médecin, mais le soir, une dispute éclate avec Nancy. Les enquêteurs détermineront qu'il l'a attaqué dans une pièce à l'étage. Il lui a lié les pieds et les mains, puis l'a étranglé avec une corde électrique. Il a ensuite enroulé son corps dans une couverture et a placé une bible à côté d'elle. Le lendemain, le samedi 23 juin 2007, il commet l'impensable. Il éduque son fils de 7 ans, Daniel, avec du Xanax pour l'endormir avant de l'étouffer dans son lit. Comme pour sa mère, il dépose une bible près du corps. Un couteau de boucher sera retrouvé sous le lit bien qu'il n'ait pas été utilisé. Pendant les heures qui suivent, Chris vit avec les corps de sa famille. Il passe des appels comme si de rien n'était. Il laisse un message à son ami Chavo Guerrero lui disant que sa famille a une intoxication alimentaire et qu'il ne pourra pas venir au show. C'est lors de ce dernier appel qu'il prononcera ces mots glaçants. Chavo, je t'aime. Dans la nuit de samedi à dimanche, il envoie une série de SMS étranges à ses collègues, donnant son adresse et précisant « Les chiens sont dans la zone de la piscine, la porte du garage est ouverte ». C'était sa façon de s'assurer que les corps seraient découverts. Puis il descend dans sa salle de sport au sous-sol, après avoir fait des recherches sur la manière la plus rapide de se briser la nuque, et il utilise sa machine de musculation pour se pendre. La question qui hante tout le monde depuis est pourquoi? Comment un homme a-t-il pu commettre un acte aussi monstrueux? La réponse n'est pas simple. Ce n'est pas une seule chose, mais une tempête parfaite de plusieurs facteurs dévastateurs. Premièrement, les stéroïdes. L'autopsie a révélé que Chris avait un taux de testostérone 10 fois supérieur à la normale. Les médias ont immédiatement parlé de roid rage, une rage incontrôlable due aux stéroïdes. C'est une partie de l'explication, mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus terrifiant, son cerveau. Après sa mort, un ancien catcheur devenu neuroscientifique a demandé à examiner son cerveau. Le résultat est sans appel. Vous vous souvenez de sa prise signature, le diving
Headbutt. Des années de commotion cérébrale, diagnostiquée ou non, avaient ravagé son cerveau. Les médecins ont découvert qu'il souffrait d'une forme sévère d'ETC. Son cerveau ressemblait à celui d'un homme de 85 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie détruit les zones du cerveau qui gèrent les émotions, le jugement et le contrôle des impulsions. Ajoutez à cela une dépression sévère depuis la mort de son meilleur ami, un mariage en ruine et un cocktail de médicaments et d'alcool. Et vous obtenez un homme qui n'était plus lui-même, il était devenu une bombe à retardement. Suite à ce drame, la WWE a effacé Chris Benoit de son histoire. Son nom est banni, ses matchs sont introuvables sur les plateformes officielles, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Cette tragédie a forcé le monde du catch à se regarder dans le miroir. La politique anti-drogue a été renforcée et surtout les coups de chaise à la tête ont été interdits pour mieux protéger les catcheurs des commotions cérébrales. Aujourd'hui, on peut débattre de l'homme, du catcheur, des raisons qui l'ont poussé à commettre l'irréparable. Mais il y a une chose qui ne doit jamais être oubliée. Dans cette maison, ce week-end de juin, 3 personnes sont mortes, mais seules 2 d'entre elles étaient des victimes innocentes. Nancy Benoit et leur fils de 7 ans, Daniel. You can admire his work all you want, but I'll give you my take on it. Since you want to keep on yelling out my boy, 3 people died in that house that night. Only 1 person had the choice behind. The other 2 didn't have a choice to die. So if that's your boy, fuck you. Et pourtant, il manque un nom. Une victime silencieuse, toujours en vie, qu'on oublie trop souvent car Chris Benoit avait aussi un autre fils, David. Né en 1993 du premier mariage de Chris avec Martina, il vivait au Canada en 2007, loin de la maison en Géorgie, et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Après ça, le nom Benoit a pesé lourd, dans les vestiaires, sur les plateaux, partout. David, lui, n'a jamais changé de nom, il a choisi de porter ce poids en silence. Parfois, on l'aperçoit en bord de ring ou en interview, discret, il parle de l'athlète qu'était son père, sans esquiver le drame. Il a voulu monter sur le ring, il a commencé à s'entraîner puis à lever le pied car la pression du nom était trop forte à ce moment-là. Cela dit, il a confié qu'il aimerait catcher à l'AEW, sous le nom de Chris Benoit Jr., c'est son objectif. J'aimerais vraiment qu'il réussisse, il a 32 ans aujourd'hui, et oui, il ressemble beaucoup à son père, mais ce visage ne doit pas lui valoir d'être rejeté pour les actes de son père. Après avoir revu ses interviews pour cette vidéo, une phrase me reste en tête, et ça fait mal au cœur. David explique qu'avec Daniel, ils avaient le même rêve, devenir champion par équipe ensemble. Un rêve d'enfant malheureusement stoppé net. We wanted to be tag team champions. That's what we wanted to do, be the tag team champions of the world, together. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de Chris Benoit, vainqueur du Royal Rumble 2004, également champion du monde à la WCW et à la WWE? Sur le papier, ça ressemble à un billet direct pour le Hall of Fame, mais c'est impossible. On ne peut pas dissocier l'athlète de l'homme qui a tué sa famille. Célébrer sa carrière reviendrait à ignorer le prix payé par Nancy et Daniel. En revanche, beaucoup estiment qu'un hommage à Nancy aurait du sens. Sous le nom de Woman, elle a réellement compté dans l'industrie, comme manageuse et figure créative. Lui rendre sa place, c'est faire un geste de mémoire juste, et c'est maintenir vivant les noms de Nancy et Daniel, avec respect sans les réduire au drame. Un mot important avant de se quitter, si vous traversez une période compliquée, ne restez pas seul, parlez-en à quelqu'un autour de vous, et si besoin, tournez-vous vers un professionnel. Je sais, on finit sur un sujet très sensible, mais c'était essentiel pour moi que ce soit raconté proprement. Si la vidéo vous a appris quelque chose, dites-le en commentaire, et si vous voyez les choses différemment, je veux lire vos avis. Si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche, ça m'aide énormément pour la suite. Pour suivre toute l'actualité catch, retrouvez mes réseaux en description. C'était Aero, merci d'avoir regardé et à très vite pour d'autres histoires.